Mesdames, Messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité sur Eden Télévision. Formation des journalistes chroniqueurs du Bénin, c'était la semaine écoulée à Porte-Novo, une initiative du ministère de la Justice en prélude aux futures sessions de la Cour d'assises. Au Maroc, de nouveaux rassemblements ont eu lieu ce dimanche à Al-Hoceima, des manifestations en soutien à leurs frères détenus qui sont accusés notamment d'atteinte à la sécurité intérieure, d'incitation à commettre des délits et des crimes. Et puis, statu quo dans le secteur de la santé en Tunisie, secteur pourtant essentiel du développement qui t'aide à surmonter les ennuis liés aux conditions de traitement peu confortables réservées aux patients. Bienvenue dans ce journal. Des journalistes chroniqueurs judiciaires ont été formés à Porte-Novo la semaine écoulée. Une formation organisée afin de permettre à ces journalistes chroniqueurs de couvrir les futures sessions d'assises du Bénin qui vont se dérouler à Abomey du 29 mai au 10 juillet et à Cotonou du 14 au 30 juillet de la même année, dans le Nord. On fait le point avec Maury Agua. Former les journalistes chroniqueurs judiciaires dans le sens d'améliorer leur compte rendu, c'est le but de ce séminaire de formation de 2 jours initié par le garde des Sceaux, ministre de la Justice Joseph Tchogbenou. Les journalistes conviés à ce séminaire pourront couvrir les prochaines sessions d'assises qui auront lieu à Abomey et Parakou et la session complémentaire de la Cour d'appel de Cotonou. Les cours d'assises n'ont pas d'existence ni d'efficacité si le relais n'est pas efficient et pertinent. Et c'est pour permettre aux journalistes d'assumer cette fonction sociale du procès pénal d'une manière large, mais de la cour d'assises de manière particulière, que nous avons considéré qu'il faille organiser au profit de celles et ceux dont la mission est de reporter les sessions de cour d'assises, cette formation. Ainsi, durant 2 jours, les participants à ce séminaire ont suivi plusieurs communications abordant la rédaction d'une chronique judiciaire, les restrictions légales, le code de déontologie et les éléments du langage dans la cour d'assises. Ces différentes communications ont été assurées par d'éminents journalistes chroniqueurs judiciaires tels que dans le quotidien des téléspectateurs. Mais depuis peu, elles sont fortement concurrencées par une nouvelle génération de télévision, les Web TV, qui ont un avantage non négligeable. Parce que vous prenez par exemple une télévision traditionnelle ordinaire, vous ne pouvez pas vous déplacer avec la télé de la maison vers là où vous allez. Par exemple, en côte de votre bureau, où il faut que vous allez vous asseoir dans un bar d'abord pour suivre une télévision normale. Alors la Web TV vous accompagne partout. Où vous êtes donc avec votre téléphone portable, avec votre iPad, avec votre iPhone, avec n'importe quoi qui a quand même les attraits d'un smart, vous pourrez suivre donc les Web TV. Le public des Web TV est ainsi clairement identifié et les cibles multiples. Nous avons pour public donc les gens qui sont sur la toile. Et souvent quand on fait du direct, on a des gens qui nous écrivent du Canada, on vous suit depuis le Canada, on vous suit depuis la France, on vous suit depuis les États-Unis. Donc la cible elle est tellement vaste, on ne peut même pas l'évaluer, on ne peut même pas le quantifier. La cible c'est le monde entier.
Et l'impact en matière d'audience est palpable. Le record en matière de vues, c'est l'affaire d'Adjavon. On est parti jusqu'à 300 000 vues pour ce type d'éléments-là. Donc il y a des éléments qui intéressent le public plus que d'autres. Évidemment, nous avons une émission phare, Monsieur le Président, qui est très suivie également. Lorsque l'émission sort, on est pratiquement à 20 000, 30 000 vues. Notre record en matière d'audience sur nos lives, c'est par rapport à la sortie, à la rentrée politique, j'allais dire, de Sébastien Diavon. C'est là on a eu un pic de record en termes de diffusion live. Là, on a eu plus de 22 000 vues dans la même journée. L'investiture du président de la République, là aussi, on a eu un record d'audience. Je crois qu'on a dépassé la barre des 100 000 vues. On a dépassé la barre des 5 000. Mais bon, c'était pas dans la même journée. Faut-il alors avoir une page internet et des vues pour se considérer comme étant une web TV? Il y a des personnes qui créent simplement des pages. Et ils pensent qu'ils sont des web TV. Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'une web TV, il faut être équipé, donc avoir de bonnes caméras, avoir de bons trépieds, avoir un bon personnel, avoir des plateaux pour tourner des émissions. Donc c'est différent en fait. Mais malgré que les véritables web TV remplissent ces conditions, elles sont confrontées à plusieurs difficultés. D'abord, les journalistes. Ils ne sont pas considérés comme les journalistes des télévisions conventionnelles. Mais ça, je dis, c'est un défaut de maturité. Donc, pour approcher, par exemple, les personnalités et faire des interviews, ce n'est pas toujours évident. Et ce n'est pas toujours évident qu'ils les acceptent comme les journalistes des télévisions conventionnelles. La première difficulté pour la web TV au Bénin, c'est la qualité de la connexion Internet. C'est vrai, on nous dit souvent qu'on a la 3G, la 4G, mais bon, voilà, c'est la bande passante. Il y a une différence entre la bande passante et le débit. Donc, les opérateurs GSM nous vendent souvent la bande passante, mais en réalité, le débit que nous avons ne nous permet pas véritablement de faire une vraie web TV. Donc, on a beaucoup de difficultés au niveau de la connexion Internet. L'autre difficulté, c'est au niveau de l'instabilité de l'énergie électrique. Si certains Web TV, à l'instar de celui de ESAE, a pour objectif d'accompagner la formation de leurs étudiants, d'autres, comme Bénin Web TV, ont un modèle économique pour rentabiliser leur investissement. Donc nous vendons notre audience et nous avons l'avantage d'être sur le web, sur le numérique. Et le numérique, il y a des statistiques. Il y a le ciblage et c'est un peu ce que Facebook fait aujourd'hui. Vous voyez, donc nous avons la possibilité, par exemple, à nos annonceurs de leur proposer le ciblage. Donc, par exemple, un annonceur qui veut vendre un produit de femme, il n'a pas besoin de le diffuser à des hommes. Et c'est ce qui fait, nous, notre particularité. Nous venons de finir les 5 premiers mois de l'année et déjà, nous avons déjà dépassé le million. Le million de personnes connectées. Je parle de personnes, pas de nombre de vues, parce qu'en termes de nombre de vues, nous avons déjà atteint 4 millions de vues. Avec l'option qui permet aux internautes d'avoir accès à leur contenu n'importe où et n'importe quand, les Web TV ont sans doute un bel avenir. Le 12 mai dernier, le gouvernement de Patrice Talon avait annoncé en Conseil des ministres la mise en place d'une gestion déléguée au privé de la Société béninoise d'énergie électrique SBEE. Une nouvelle qui suscite beaucoup d'interprétations. Pour certains, il s'agirait d'une privatisation. Gestion déléguée ou privatisation, que comprendre? Fégis Sermon et Daniel Pedro nous apportent quelques clarifications à travers ce reportage. Assurer une bonne gestion pérenne de la Société béninoise d'énergie électrique SB2E, c'est le but principal de la mise en place d'une gestion déléguée de cette entreprise publique annoncée par le gouvernement. Mais pour certains observateurs, il s'agit d'une privatisation déguisée. Quelle différence faut-il alors faire entre ces deux notions? Par rapport à une gestion déléguée, l'État, par contrat, confie la gestion d'un établissement public à un privé. Et le privé gère cette structure-là à ses risques et périls. Ça peut être moyennant rémunération, c'est-à-dire contrepartie, dans le cas de gestion intéressée, ça veut dire le régisseur, ici on parle de régie intéressée, le régisseur est rémunéré par rapport à ses résultats. Plus il fait de chiffres, plus il gagne. Dans la gestion déléguée, l'État est toujours là. La définition, l'orientation, tout ce qu'on doit faire, l'État est dedans. Contrairement à la gestion déléguée, il y a la privatisation. Là, l'État se désengage. L'État vend tout une partie de l'entreprise publique aux investisseurs de capitaux privés. Là, l'État est minoritaire et l'orientation, tout ce qu'on a fait, c'est le privé qui oriente et qui gère sa structure comme il le veut.
N'empêche, malgré cette différenciation, difficile pour certains experts d'écarter le spectre d'une privatisation. Gestion déléguée, ce n'est ni plus ni moins la privatisation. Ils auraient pu employer aussi des expressions comme ouverture de l'actionnariat de la société. À travers donc ce vocabulaire-là, ils ont dû contourner un peu les dispositions légales. Si cela devrait normalement se faire, c'est que c'est l'Assemblée qui se prononce d'abord dessus. Il y a le secteur de l'énergie, il y a le secteur donc du transport, il y a le secteur des télécommunications. Les clauses du second compact du Millennium Challenge et compte focalisées sur le secteur de l'énergie électrique pourraient bien aussi justifier les inquiétudes sur une éventuelle privatisation de la SB2E. Et pour que les partenaires américains soient rassurés par rapport à la gestion des structures étatiques, ils sauraient exiger que l'État de plus en plus se désengage pour leur faciliter l'investissement dans ce secteur-là, l'orientation et la gestion, l'accompagnement de notre État. On pourrait à terme aboutir à une sorte de privatisation. Quant à la gestion déléguée de la Société béninoise d'énergie électrique, elle présente bien certains avantages. Celui qui a signé ce contrat-là fait tout pour l'atteinte des objectifs, fait tout pour la satisfaction de la population, des usagers. Ça veut dire que ça va à l'avantage de nous, populations, qui réclamons, qui demandons ce service-là. C'est l'État qui gagne, parce que plus il y aura de profits, plus il y aura de résultats, l'État a beaucoup plus de ressources. Cependant, plusieurs interrogations demeurent. Est-ce qu'il y aura beaucoup de privés dans le secteur, la production, la distribution et la collecte des recettes? Est-ce que l'État veut faire intervenir le privé dans les trois maillons? On ne sait pas encore. Quand on a fait ouverture donc du secteur au niveau donc des GSM, vous avez vu, les privés sont venus. Mais ça a réglé un certain nombre de problèmes. Mais aujourd'hui, on en a plus qu'on en a réglé. Est-ce que c'est à ça qu'on va assister? Est-ce que le coût de la production serait en faveur de tous les Béninois? Au sommaire et au registre culture, les clips participent à la visibilité des œuvres des artistes musiciens d'ici et d'ailleurs. Les chaînes de télévision publiques et privées s'en servent pour meubler le programme, mais il convient de comprendre les normes et critères de réalisation d'un clip. Court-métrage produit le plus souvent en vidéo, les clips illustrent une chanson, présentent la qualité du travail d'un artiste. Les clips participent à la promotion de l'artiste et de son œuvre. Pour réaliser des clips de qualité, l'artiste se doit de prendre en considération des critères et principes bien définis. Il faut que l'artiste sorte déjà un très bon son. Il faut un bon réalisateur. Il faut que le son là, non seulement bon, qu'il inspire le réalisateur. Après le réalisateur, il faut parler maintenant de la maison de production. Est-ce que la maison de production a quand même tous les arsenals pour quand même produire un bon clip? Après ça, il faut forcément, en dernier ressort, voir le moyen dont dispose l'artiste lui-même. Si vous faites un clip et le clip ne peut pas être diffusé à l'international, c'est pas la peine. Parce que ce que j'appelle clip de qualité, c'est d'abord un clip dont la musique qui accompagne la vidéo est bien faite, est dans les normes, dont les images tournées sont au format professionnel, qui peuvent respecter les normes internationales et être diffusées facilement sur le plan international. Mais la qualité des clips ne dépend pas seulement des artistes. Certaines structures de production foulent aux pieds les règles et normes internationales. Lorsque les artistes béninois, les créateurs font leurs clips et ils mettent trop d'effets sur les images jusqu'à dégrader la qualité des images, il y a le problème de texture qui se pose. Lorsque vous faites un clip et vous y mettez de la publicité,
où vous tournez devant des bâtiments appartenant à des entreprises. Si vous faites un clip et vous mettez le nom de votre agence là-dessus en désordre, parce que vous voulez faire de la publicité vous-même, ce n'est qu'au Bénin que ça puisse passer. Par ailleurs, il convient tout de même de reconnaître l'effort de certains artistes contemporains. Mais aujourd'hui, bon, on ne peut que encourager et féliciter ces quelques artistes qui ont compris et qui font l'honneur et la fierté de notre pays. Donc les clips aujourd'hui à la télévision, bon, la qualité est forcément meilleure que par le passé. Aujourd'hui, presque toutes les télévisions, toutes les maisons de production aujourd'hui sont en Full HD. Pour leur image, celle du pays et de la culture, les studios de production et les artistes se doivent d'accorder du prix à la qualité de leurs différentes œuvres. L'actualité sur le continent, quelques centaines de personnes ont manifesté dimanche soir pour la 3e nuit consécutive, mais cette fois sans incident dans la ville d'El Hoceima, dans le nord du Maroc. En 3 jours, la police a procédé à 22 arrestations selon un dernier bilan officiel visant le noyau dur des militants de ce mouvement baptisé Irak, c'est-à-dire la mouvance. Ils sont accusés notamment d'atteinte à la sécurité intérieure, d'incitation à commettre des délits et des crimes, d'humiliation de fonctionnaires publics et d'hostilité envers les symboles. On écoute des manifestants. On manifeste ici en soutien à nos frères les détenus d'Al Hoceima. Certains sont envoyés à Rabat et d'autres sont ici. Ils ont arrêté des innocents qui n'ont rien à voir avec le Irak. Ils ont arrêté des jeunes garçons. Ici, à Al Hoceima, on est encerclé de tous les côtés par les forces de répression qui rentrent dans les maisons pour faire sortir les gens par force. On se croirait à Tel Aviv ou à Gaza. Hôpitaux encombrés, personnel épuisé, patients mécontents, le secteur de la santé publique en Tunisie, considéré historiquement comme un axe stratégique de développement, peine à remédier à ces multiples maux et suscite de vives critiques. Reportage. Des murs décrépits, du matériel en panne et des chambres délabrées. C'est un hôpital public de Tunis. Hadj Mahmoud est traité pour un cancer et attend de voir un médecin depuis des jours. Ici, les gens pauvres ne peuvent pas vivre. Il n'y a pas grand-chose à dire. Personne ne nous écoute. Je suis fatigué. Depuis l'indépendance, le développement de la santé publique figurait au rang de priorité pour la Tunisie. Mais depuis les années 90, la corruption et la mauvaise gestion ont fait régresser le secteur. Une situation qui empire depuis la révolution de 2011. L'année dernière, la dette des hôpitaux publics a approché les 200 millions d'euros, d'après le ministère. Après la révolution, soit on a inscrit des projets qu'on n'arrive pas à réaliser, soit on a construit des structures et qui ne sont pas fonctionnelles, soit par manque de moyens humains, ressources humaines, soit par manque d'équipement, soit ils sont là fermés qu'on a oubliés. Les mauvaises conditions mettent aussi une forte pression sur le personnel médical. Ils doivent gérer des patients mécontents et un manque de moyens critiques. Chaque jour, nous avons des problèmes. Chaque jour. Au minimum, c'est une agression verbale. Même si nous essayons de parler avec les patients respectueusement. En 10 ans, l'espérance de vie en Tunisie est malgré tout passée de 66 à 73 ans. Mais en dehors de la capitale, la situation est bien pire. Et avec les coûts très élevés des cliniques privées, la plupart des Tunisiens doivent faire avec. En sport, un nouveau comité exécutif pour la Fédération béninoise de cyclisme. Il sera dirigé par Romuald Razoumin. Ce bureau a été élu au cours de l'Assemblée générale élective de cette fédération qui a eu lieu ce samedi à Cotonou. Le président, qui va bientôt tenir les rênes de la fédération, a obtenu 4 voix contre 3 pour son adversaire Romuald Razoumin au sujet de ses ambitions pour le cyclisme béninois, dit vouloir aller chercher les cyclistes où ils se trouvent afin de constituer une équipe de gagneurs. On l'écoute.
Et ce que nous souhaitons, c'est de pouvoir travailler, de pouvoir redonner au Bénin, en commençant par le CNOSP, la réputation que le Bénin mérite au niveau du sport. Parce que ce que nous avons constaté, c'est que le sport chez nous reste le parent pauvre, c'est-à-dire que nous avons des athlètes du nord au sud. Et ces athlètes-là, ma mission sera d'aller les chercher. D'aller les chercher pour constituer l'équipe qui ne va pas seulement participer. Ça sera l'équipe qui va gagner. Ça sera la mission du staff qui est devant vous aujourd'hui. Et ce staff, je leur dis, ils ont intérêt à travailler. Parce que c'est seulement par le travail que nous allons y arriver. Le sport, pour moi, c'est juste une passion. J'étais judoka. Personne ne m'a vu au judo. J'ai quitté le judo. Je sais pourquoi j'ai quitté le judo. Et j'ai failli quitter le cyclisme. Ça fait 28 ans que je me bats pour que les choses changent un tout petit peu, sans vouloir être président, sans vouloir être rien. Et aujourd'hui, je pense que tout un chacun, je veux aussi parler de l'équipe précédente, ils me permettent aujourd'hui de vouloir changer un tout petit peu les choses. Et nous allons le changer. Je vous remercie. Il faut ajouter qu'avant cette élection du nouveau comité exécutif de la Fédération béninoise de cyclisme, le président sortant de cette fédération a renoncé à se présenter au poste de président. Rétis Dagba a quand même fait son bilan. Je vous propose d'écouter un extrait de son intervention. Le cyclisme au Bénin est encore à venir. Je souhaite beaucoup plus de chance à tous ceux qui vont s'y mettre à ce niveau de responsabilité. Je leur souhaite du succès dans la nécessité d'engager un travail profond de regroupement des jeunes cyclistes, filles et hommes, pour relever les nouveaux défis du monde actuel. Permettez-moi de dire un grand merci à tous ces cyclistes qui se sont battus des années durant avec des moyens matériels et financiers inexistants pour garder la lampe allumée. Sans eux, nous ne serions pas ici aujourd'hui. J'aurais voulu les citer tous, mais j'en omettrai certains. Merci à eux et sincères félicitations à chacun. Le renouvellement des acteurs du mouvement doit préserver l'essentiel pour bâtir l'histoire. Je souhaite bon vent au cyclisme béninois, bon vent au développement du sport au Bénin et en Afrique. Et ce sera tout pour cette édition. Merci pour l'attention et à demain.